Bonjour à tous. Pour commencer, je remercie Aline Delaval de permettre cette session, qui est notre partenaire communication pour cet événement et qui gère donc l'organisation et la logistique de la webconférence. Je suis Florence Kussner, je suis référente technique pour Jump France. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Vivien Lebras avec nous. Vivien est spécialisé dans le développement pharmaceutique depuis plus de 10 ans en tant que biostatisticien. Et maintenant, il est chez Merck pour l'élaboration et la validation des futures productions du site. Aujourd'hui, Vivien va nous parler comment combiner les plans d'expérience et des simulations pour obtenir un processus robuste sur un cas d'étude de Merck. Mais tout d'abord, je voulais aborder quelques mots d'introduction. On entend beaucoup parler d'industrie 4.0 et de big data de nos jours. Dans le recueil de McKinsey, on a pu élaborer le fait que réduire les coûts de développement de produits de 50%, réduire les coûts d'exploitation de 25% et augmenter la marge brute jusqu'à 30% est possible maintenant grâce à une approche statistique. En effet, les données peuvent permettre de comprendre un processus, d'être en capacité d'expliquer les sources de variation et de l'optimiser. Mais on n'a pas toujours des données, et dans ce cas-là, on va être délicat d'avoir une représentation correcte du processus. Et dans ce cas-là, on va vouloir générer des essais. Afin de maximiser l'information contenue dans ces essais, la mise en place de plans d'expérience est l'approche statistique la plus rigoureuse. Et elle permet d'aller jusqu'à la définition d'un processus optimal et robuste. Alors, quelle est l'approche classique, en fait, en dehors du plan d'expérience? Généralement, on va partir sur 1 ou 2 essais, et puis on va regarder un facteur, par exemple la température, et puis on va voir l'impact du changement de cette température, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si on va l'augmenter? Qu'est-ce qui se passe si on va la baisser? Et puis de manière itérative, comme ceci, on va aller parcourir un petit peu l'espace. Et puis au final, on va arriver à un certain niveau de connaissance qui va permettre sûrement d'améliorer un petit peu le processus. L'approche plan d'expérience est différente. On va avoir une première étape qui va être la réflexion sur les variables à étudier. Quelles sont les variables qui peuvent avoir un impact? Ensuite, on va regarder quel l'espace les variables peuvent se permettre de varier d'un point de vue processus. C'est quelque chose que Vivien va aborder plus en détail par la suite. Et puis ensuite, quel est le plan adapté à ces différentes variables? Est-ce que ce sont des variables continues, catégorielles ou autres? En fonction de ces choix-là, on va se diriger vers un plan d'expérience ou l'autre. Et puis, le plan d'expérience va nous demander de faire des essais en fonction d'une certaine matrice. Et donc, on va faire les essais qui sont demandés. Et à partir de ces essais, on va pouvoir tout simplement mieux comprendre le processus, pouvoir chercher un optimum et puis avoir une meilleure connaissance des variations. Alors, pourquoi l'approche classique est encore beaucoup utilisée? Parce que c'est une approche qui est finalement assez simple, assez intuitive. On va changer uniquement un seul facteur à la fois. L'approche en plan d'expérience est plus délicate parce qu'on travaille avec différents facteurs à la fois et donc on va explorer un espace qui est multivarié. Et puis, historiquement, on a aussi des retours sur les plans d'expérience qui sont, par exemple, que c'est une boîte noire, ou ça peut consommer du temps, ou alors que ça demande beaucoup de connaissances en statistique, ou que ça peut induire des erreurs. Ce type de statuts sont un petit peu obsolètes maintenant parce qu'il existe des logiciels comme Jump qui peuvent permettre de simplifier le processus et vous accompagner au moment de la conception du plan d'expérience, mais aussi au moment du dépouillement. Et ça va vous permettre d'obtenir des résultats robustes. Et vous allez donc voir comment Vivien aborde cette démarche au travers de Jump et comment il arrive justement à optimiser son processus, à mieux le comprendre et mieux comprendre sa robustesse. Je vais laisser donc maintenant Vivien présenter. Bonjour à tous. Merci Aline, merci Florence pour cette gentille introduction et merci aux techniques de l'ingénieur pour l'opportunité de présentation. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, en quelques mots ou plutôt en quelques chiffres, une rapide présentation de Merck. Je rassure tout le monde, ça ira assez vite. Pour ensuite se focaliser sur le cœur de la présentation qui sera un cas concret d'étude de robustesse dans lequel nous verrons les fondamentaux avant de faire des statistiques, c'est-à-dire le contexte, comment démarrer l'étude, puis ensuite quelles expériences on va pouvoir planifier, leur analyse, et la cerise sur le gâteau qui sera les simulations de Monte Carlo. Donc, très concrètement, la société Merck, donc c'est une multinationale fondée en 1668, donc sur le marché depuis très longtemps. 53 000 employés, 66 pays, donc une très très grosse entreprise, 16 milliards de chiffre d'affaires. Et le
secteur d'activité historique, hein, à l'origine la pharmacie, parce qu'en fait c'est une pharmacie créée en Allemagne qui a prospéré. Trois grands secteurs d'activité, le secteur healthcare, donc c'est la division historique, division santé, production de médicaments, par exemple contre l'infertilité ou le cancer, à laquelle s'est adjoint de nouvelles divisions, la division Life Science, qui fait de la fourniture de produits, d'équipements ou de services, notamment pour les laboratoires, mais pas que. Donc si vous faites de la biotech, vous avez probablement des produits de Life Science chez vous. Et enfin, Performance Materials, qui fait ce qu'on va appeler des produits de haute technologie. Donc typiquement cristaux liquides, LED, OLED, vous avez aussi probablement des, des choses de chez Merck dans votre téléphone. Donc ça, c'est pour l'entreprise. Et en France, c'est pas forcément le pays le mieux représenté au niveau de la Mercosphère. Nous avons 10 sites, dont 6 de production, plus de 3000 employés. Et personnellement, je travaille à Martillac, qui est un site à la fois pour healthcare et life science. Et donc, c'est d'ici que sont parties les activités que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, le contexte. L'idée, ça va être donc de discuter de robustesse aujourd'hui, mais cette robustesse, elle s'inscrit dans un contexte qui était le développement d'une méthode analytique dite sensible, c'est-à-dire pour un produit commercial, un produit lié en fait à la fertilité, Golden Aleph, il y a une méthode analytique qui permet de libérer le produit sur le marché, qui vérifie notamment l'activité du produit, ce qui paraît assez évident, mais c'est réellement sensible de quantifier cette activité. Mais malheureusement, ce testing se fait in vivo, c'est-à-dire on doit sacrifier des animaux pour pouvoir rendre ce résultat. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui vise à être réduit ou éliminé le plus possible en termes de méthode analytique. Et donc, pour passer à quelque chose d'in vitro, il faut développer une nouvelle méthode et vérifier qu'elle est performante. Et donc, dans ce contexte, avant d'aller jusqu'à la validation et le bridging, donc la confrontation à la méthode de référence, nous allons vérifier la robustesse, c'est-à-dire vérifier que cette méthode in vitro que l'on développe sera robuste. Ce qu'on va appeler robuste, c'est être confiant dans le résultat que l'on va rendre, indépendamment des variations plus ou moins maîtrisées des paramètres opératoires. C'est-à-dire, il y a des conditions nominales, mais ces conditions nominales ne sont jamais strictement respectées et en fonction de la robustesse de la méthode, on aura plus ou moins d'impact et donc on aura plus ou moins de confiance ou de doute selon le côté optimiste ou pessimiste dans le résultat. Et donc, concrètement, la façon de faire, ça va être de lister la totalité des paramètres de la méthode. Donc, il existe différentes méthodologies. On peut s'aider d'un diagramme d'Ishikawa, un fishbone, pour être sûr de ne rien rater, faire du 5M. Tout ce genre de choses est valide. L'idée, c'est de cartographier l'ensemble des paramètres de la méthode et ensuite d'appliquer un système de score. Classiquement, en général, on va considérer pour ce score la probabilité qu'un paramètre varie. Si ce paramètre varie, à quel point il aura un impact sur le résultat? Et enfin, est-ce que s'il y a un impact, est-ce qu'on le détectera? Sous-entendu, est-ce qu'on saura qu'on a eu un problème? Si on combine ces trois paramètres, finalement, ces trois scores de risque, on aura un score global qui va nous permettre finalement de trier tous nos paramètres pour ensuite focaliser l'effort sur les paramètres d'intérêt. Comme Florence vous l'a introduit, ça va être les préliminaires à une stratégie expérimentale. C'est de savoir quels sont les facteurs que l'on va étudier et également dans quel domaine on va les caractériser. Et donc, dans ce cas concret, donc tout ce que je vais vous présenter a réellement eu lieu. Les quatre paramètres pardon, qui ont été identifiés sont la concentration en cellules, le temps d'incubation 1, 2 et 3, respectivement en heures, en minutes et en minutes. Donc, ça, c'est la partie non statistique. Clairement, on est réellement dans le côté scientifique. Ensuite vient le côté plus statistique, c'est-à-dire on a, comme évoqué précédemment, nos conditions nominales, mais on va devoir se poser la question du plan d'expérience et donc de la variation des paramètres qui nous intéressent. L'idée, c'est de faire ni trop grand ni trop petit. Trop grand, on risque de voir un impact du paramètre, de conclure à une non-robustesse, mais finalement qui ne représente pas le futur de la méthode, c'est-à-dire c'est très bien de savoir qu'on a un impact si on dépasse 18 heures d'incubation, mais si finalement ça n'arrive jamais, ce n'est pas forcément à grande valeur ajoutée. Inversement, si on fait de trop petites variations, on ne va pas conclure grand-chose. On aura forcément une conclusion du type « notre méthode est robuste », mais de la réalité, dans le futur, on aura des variations supérieures au domaine d'évaluation et donc avec un risque important finalement de résultats inacceptables sans l'avoir anticipé en robustesse. Donc ici, les scientifiques ont déterminé ces variations qui visent à couvrir la majorité de la future vie de la méthode. La réponse numérique d'intérêt que l'on va étudier va être l'activité biologique, le relative potency, et on est dans un cas favorable où on sait déjà ce que l'on attend, c'est-à-dire c'est une valeur de référence de 100%, c'est un standard en l'occurrence, et on voudrait que tous les résultats soient dans 100% plus ou moins 10%, qui est la variation acceptable pour ce type de méthode. Et
Un vrai statisticien vous dirait que ce n'est pas comme cela qu'on devrait fonctionner, c'est-à-dire on devrait prendre notre situation et déterminer le nombre d'expériences, mais dans la vraie vie de tous les jours, on a toujours des contraintes économico-temporelles qui font que l'on sait très bien le nombre d'expériences que l'on peut réellement se permettre de réaliser. Et ici, on avait cette information qu'une vingtaine, trentaine d'expériences, ce serait raisonnable, plus ce serait vraiment compliqué à mettre en œuvre. L'étape suivante, honnêtement, ça devient quand même plus utile d'avoir un logiciel statistique pour la faire, mais elle est quand même toujours basée sur des choses qui existent depuis très très longtemps. En l'occurrence, la méthodologie des plans d'expérience, telle qu'introduite par Florence, c'est quelque chose de vraiment, entre guillemets, simple. Si vous n'êtes pas familier, je ne vais pas forcément entrer trop dans le détail dans cette présentation, mais vous trouvez beaucoup de matériel sur Internet et probablement directement adapté à votre domaine d'activité. Ici, donc, en quelques mots, les plans d'expérience, il en existe différentes familles que l'on peut par exemple réduire à trois familles, trois grandes familles. La famille des plans de criblage, la famille des plans factoriels et la famille des plans de surface de réponse. Et en fait, le choix d'une famille ou de l'autre va dépendre de principalement deux choses, la situation dans laquelle on est et l'objectif qu'on lui associe. Typiquement, dans notre cas concret d'étude de robustesse, imaginons que la situation est une méthode très peu connue, une analyse de risque qui détermine finalement un nombre important de paramètres à tester, même si dans toute cette liste, très peu sont certainement influents, mais on n'a pas cette information, on n'a pas cette connaissance. À ce moment-là, si l'objectif est de confirmer l'absence d'influence de la majorité des paramètres, on est typiquement dans ce domaine de plans, les plans de criblage. On cherche à confirmer l'absence d'impact sur un grand nombre de paramètres. Si par contre, on connaît mieux notre méthode où l'analyse de risque n'a identifié qu'un faible nombre de paramètres, on sera plutôt sur les plans dits factoriels ou de surface de réponse, sachant qu'ici, l'objectif est différent. On ne va pas chercher à savoir si oui ou non on a un effet. On se doute qu'il y a quasi certainement un effet. Par contre, on veut le quantifier, on veut l'évaluer, on veut creuser les effets qui existeraient. Et le choix entre les plans factoriels et de surface de réponse, en quelques mots, ça va dépendre du type de facteur. Un facteur qualitatif de type produit A, produit B, on ne pourra pas le modéliser dans un espace. Par contre, un facteur continu comme le temps d'incubation peut être modélisé dans un espace. Ainsi que, est-ce que l'on attend un effet linéaire? J'augmente mon facteur, je m'augmente ma réponse linéairement ou pas. Dans ce dernier cas, si on est non linéaire, ce sera un plan de surface de réponse qui nous intéressera. Donc ici, vous l'avez bien compris, avec nos quatre paramètres, on est forcément sur les plans soit factoriels, soit surface de réponse. Le plan qui a été créé est celui-ci. On est sur un plan initial dit factoriel complet, c'est-à-dire on a testé toutes les combinaisons. Pour faire court, on a pris notre niveau bas, notre niveau haut, et on les a tous croisés, ce qui donne un total de 16 conditions expérimentales, 2 x 2 x 2 x 2. En plus de ces 16 conditions, on a rajouté 3 fois ce que l'on appelle souvent les points centraux en statistique, qui ici correspondent en plus à nos conditions nominales de notre test, c'est-à-dire notre test tel qu'il devrait fonctionner idéalement, tout respecté tel que prévu au niveau de la procédure associée. Et donc, ces conditions nominales répétées vont nous permettre notamment d'évaluer la variabilité de notre réponse, si tant est qu'on ne la connaisse pas encore. Donc ça, ces 19 expériences ont réellement été réalisées, c'est-à-dire on a une valeur expérimentale associée à chacune de ces conditions. Et pour les analyser, on peut par exemple les représenter de cette façon, c'est-à-dire notre réponse, notre activité biologique, notre relative potency, en fonction des conditions expérimentales. Donc ici, c'est une représentation schématique des conditions, moins pour un niveau bas, plus pour le niveau élevé du premier paramètre, puis du second, puis du troisième, puis du quatrième. Et à ceci, on peut rajouter nos limites d'acceptation, c'est-à-dire on vise 100%, la perfection, mais on accepte plus ou moins 10%, donc on accepte de se situer entre 90 et 110%. Très rapidement, vous allez voir que les conditions nominales sont parfaitement sous contrôle. En l'occurrence, on est bien centré sur 100% et on est tout à fait inclus dans nos critères d'acceptation. Par contre, vous voyez très bien que certains points sont clairement en dehors des limites d'acceptation. On pourrait déjà se poser la question ici, on est vraiment dans des conditions particulières du plan d'expérience, mais peu importe, il n'empêche que l'entièreté du domaine n'est pas robuste. C'est-à-dire, si tous nos points avaient été acceptables, on aurait déjà pu conclure finalement que notre méthode est certainement robuste puisque toutes nos conditions ont généré des résultats acceptables. Ici, ce n'est pas le cas et donc on va aller plus loin dans l'analyse, essayer de creuser finalement pourquoi nos conditions sont pas si robustes que ça. Et donc, là, on monte en gamme d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que l'on va utiliser un modèle prédictif. L'idée, c'est de modéliser notre réponse, notre activité biologique en fonction des paramètres que l'on a fait varier. Nos paramètres, on veut les caractériser, donc on quantifie leur effet. Pour ce faire, finalement, on obtient ce type de résultat, c'est-à-dire notre modèle, à quel point
il est capable de reproduire nos variations. Donc, nous avons ici notre activité biologique observée, donc sur l'axe des Y en ordonnée. Et en abscisse, nous avons les valeurs prédites par le modèle, c'est-à-dire finalement à quel point notre modèle arrive à prédire les valeurs observées, les variations plus ou moins acceptables de notre potentie. Comme vous pouvez le voir, la situation idéale serait une droite avec tous les points dessus. On n'en est pas si loin, c'est-à-dire il faut vivre avec la variabilité de la méthode, c'est-à-dire même si on respecte parfaitement les conditions nominales, on aura une certaine variabilité, d'autant plus qu'il s'agit d'une méthode issue de culture de cellules. Et donc, on est sur quelque chose qui est ici tout à fait acceptable en termes de qualité de modèle dans un contexte biologique. Par contre, un autre indicateur qui est assez pertinent dans ce genre de contexte, ça va être ce que l'on appelle le R carré de prédiction, c'est-à-dire quelle est notre capacité à prédire un résultat issu de conditions que l'on n'a pas testées. En fait, mécaniquement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour vous donner une impression du fonctionnement de cet indicateur, c'est ce qu'on appelle une validation croisée. L'idée, c'est de prendre chacune des conditions du plan d'expérience, une par une, de la mettre de côté et d'essayer de la reprédire avec notre modèle. Si on y arrive, notre R carré sera bon. Si on n'y arrive pas, forcément, on aura un R carré moins bon, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de retirer un point de notre plan d'expérience. Ici, on peut rapidement conclure, R carré négatif, il serait de 0, ce serait la même chose, on est sur quelque chose qui n'est pas fiable. Donc malheureusement, on a un bon modèle, c'est-à-dire on a quelque chose qui est capable de prédire nos variations, mais qui n'est pas suffisamment fiable pour prédire le futur. Dans cette situation, c'est un peu délicat, c'est-à-dire on veut conclure sur notre robustesse, mais on n'est pas sûr de notre modèle. Et donc la décision qui a été prise a été de compléter le plan d'expérience pour justement rajouter quelques points pour se rassurer quant à la prédiction que l'on va en faire et donc à la conclusion en termes de robustesse. Et donc, les conditions qui ont été rajoutées ont été identifiées par optimalité. En fait, c'est une méthodologie qui permet de rajouter un nombre limité de points pour répondre à une question spécifique. En fait, pour faire court, ça va être une sorte d'essai-erreur automatisé par le logiciel qui va chercher dans le domaine expérimental quel serait le meilleur sous-ensemble de points pour compléter le plan d'expérience. Ça, c'est une méthodologie qui est très pratique pour répondre à peu près à toutes les questions. Une autre solution, ça aurait été, comme j'ai pu vous le présenter en début de webinaire, en fait, de passer de notre structure factorielle à une structure dite de surface de réponse en complétant finalement tous les points manquants pour monter en complexité sur le plan d'expérience. Ici, le souci, c'est que ça aurait fait 9 expériences de plus. Or, connaissant les contraintes du business et sachant que notre modèle n'était déjà pas si mauvais, finalement, le choix s'est porté sur 5 conditions supplémentaires, c'est-à-dire les points noirs sur les graphiques. Ces points ont été testés, ils ont généré des résultats, et donc le modèle a pu être recréé avec ces 5 nouvelles valeurs. Et comme vous pouvez le voir, notre modèle est toujours bon concernant les points du plan d'expérience, mais il devient aussi acceptable pour des conditions qui ne seraient pas dans le plan d'expérience. Et donc, cette fois, on peut vraiment utiliser ce modèle de prédiction pour conclure sur notre robustesse. Alors, ce que l'on va appeler conclure, ça va être finalement, on a vu graphiquement que certaines conditions étaient en dehors de nos critères d'acceptation, et donc quels sont les paramètres qui entraînent cette variation inacceptable de notre réponse. Et donc c'est ici une représentation assez pratique qui représente les effets significatifs de notre modèle par ordre de grandeur décroissant, c'est-à-dire ici c'est les paramètres les plus influents de notre plan d'expérience, et donc ça va être notre temps d'incubation 1 et notre temps d'incubation 2 ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle une interaction, l'effet de l'un dépendant de l'effet de l'autre. Ici, vous avez la confirmation que cet effet est non seulement le plus important en ordre de grandeur, mais c'est aussi le plus significatif. Et ainsi de suite, vous allez avoir ensuite, un peu comme un principe de Pareto, de moins en moins d'influence, c'est-à-dire ici, on est réellement sur les influences marginales de notre plan, de notre modèle expérimental. Donc ici, on est sur quelque chose de très mathématique, pas forcément très facile à manipuler. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi se baser maintenant sur des représentations graphiques beaucoup plus utiles. Comme notre modèle est fiable, on peut l'utiliser pour représenter graphiquement l'influence de nos paramètres sur notre réponse. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un profiler du un facteur à la fois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe quand je change ma concentration en cellules, c'est-à-dire mes conditions nominales, si je les diminue ou si je les augmente sur ma réponse. Et même chose sur mes temps d'incubation. Et donc, avec ça, on peut conclure, c'est-à-dire on sait que l'on n'est pas robuste, mais on a l'information de qu'est-ce qui influence significativement notre réponse, et on peut s'aider d'outils graphiques pour se dire, typiquement, ma concentration en cellules toute seule ne change pas grand-chose, par contre, mon temps d'incubation 3, plus je m'éloigne de mes conditions nominales, plus j'ai une chance finalement de sortir de mes critères d'acceptation, et donc il vaudrait sans doute mieux contraindre ce temps d'incubation. Le souci,
c'est qu'ici, comme j'ai pu vous le présenter rapidement, on a ce que l'on appelle des interactions, c'est-à-dire cette représentation ici n'est pas fausse, mais elle n'est qu'une partie de la vérité. C'est-à-dire ici, je représente les effets de mes facteurs un par un, comme si tous les autres étaient parfaitement contrôlés, que l'on ne faisait varier que ce temps d'incubation. Le souci, c'est que ici, nos effets sont liés. Donc, dans la vraie vie de la méthode, nos temps d'incubation ne seront pas tous parfaitement respectés. L'un sera légèrement trop bas, l'autre sera légèrement trop haut, et leur influence va au minimum s'ajouter. On parlera d'effets cumulatifs, voire se synergiser, c'est-à-dire avoir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire les deux ensemble vont créer quelque chose inattendu et donc potentiellement influencer encore plus la réponse et donc peut-être créer encore plus d'insatisfaction d'un point de vue robustesse. L'alternative, et donc on arrive finalement à la partie la plus complexe, mais potentiellement la plus intéressante de cette présentation, c'est de valoriser notre modèle de prédiction pour anticiper les variations des paramètres, je dis bien des paramètres de la méthode, pour simuler les performances de notre méthode analytique. Et donc pour ce faire, ce que l'on va faire, c'est que l'on va émettre une hypothèse, on va considérer chacun de nos paramètres de notre méthode. On va considérer que la plupart du temps, nous serons à nos conditions nominales. C'est le sommet de notre pyramide. Et ici, on va représenter la distribution de la variation des paramètres de la méthode. C'est-à-dire, la plupart du temps, par exemple, pour le temps d'incubation 3, nous aurons 60 minutes, parfois 59, parfois 61, plus rarement 58, plus rarement 62, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre finalement ce que l'on va considérer comme les limites de notre domaine expérimental et de ce que l'on accepte en termes de contrôle de notre paramètre, c'est-à-dire 50 et 70 minutes de temps d'incubation. On va considérer qu'en deçà de 50 et au-delà de 70, finalement, on est en dehors des clous et donc de toute façon, la méthode devrait être reproduite, on devrait régénérer un résultat. Donc cette distribution n'est peut-être pas parfaite, peut-être que finalement on aurait une répartition légèrement différente en réalité finalement de nos variations, mais elle a l'avantage d'être simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire nos conditions nominales on les connaît, notre domaine d'évaluation et de contrôle de notre méthode on le connaît, et ici on représente finalement une situation réaliste qui est en majorité nous serons en conditions nominales et on s'en écartera de temps en temps et plus on s'en écartera, moins ce sera probable. Ceci étant fait, on peut utiliser notre modèle pour simuler les résultats, c'est-à-dire on connaît nos effets, on connaît notre variabilité, c'est-à-dire finalement à quel point on bouge si l'on ne touche pas à nos paramètres. C'est par exemple la variabilité de nos points centraux tels qu'on a pu l'avoir précédemment. Et si on met tout ça dans notre modèle, que l'on secoue bien, autrement si on clique sur le bon bouton, on obtient cette distribution qui représente en fait la distribution de nos résultats en termes d'activité biologique et donc réellement finalement notre rendu de résultats de la méthode, comme si on avait fait une très grande série de run analytics, c'est-à-dire de génération de résultats au long cours. Comme nous connaissons nos limites, nos critères d'acceptation, on peut en déduire finalement que dans la très grande majorité des cas, nos résultats seront quand même corrects, mais par contre, une proportion non négligeable seront dits inacceptables, c'est-à-dire 3% de résultats seront en dehors des clous. Ça paraît pas beaucoup, mais honnêtement, 3%, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, imaginons qu'on quantifie l'activité biologique de notre produit, puis finalement, dans 3% des cas, on a moins d'activité que prévu, et donc finalement, l'hormone ne fera pas son effet. C'est pas quelque chose que l'on peut considérer comme acceptable. Et donc, on va travailler là-dessus pour diminuer finalement ce pourcentage pour augmenter la robustesse de notre méthode. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil graphique qui va nous aider à le faire, c'est-à-dire toujours sur la base de nos simulations. Ce que l'on peut faire, c'est faire une représentation de ce type, c'est représenter ici, la courbe en noir, la quantité, le pourcentage de nos simulations qui sont défaillantes en fonction des paramètres de la méthode. Et ici, on retrouve une information que l'on avait déjà vue précédemment, c'est-à-dire que la concentration en cellules n'influence que peu notre taux de défaut, c'est-à-dire notre pourcentage de résultats inacceptables. Mais ici, notre conclusion, en fait, elle est beaucoup plus robuste. C'est-à-dire que ce que l'on représente ici, ce n'est pas seulement des variations de concentration en cellules. En fait, ici, c'est notre taux de défaut, sachant que l'on a fait varier l'ensemble des paramètres en utilisant notre distribution précédente, c'est-à-dire tout a bougé ensemble. C'est-à-dire c'est vraiment notre résultat, sachant que tous les paramètres ont varié tels qu'on suppose qu'ils varieront dans le futur. Et par contre, on va voir ici que nos temps d'incubation 1, 2, 3 vont générer des résultats inacceptables, d'autant plus que l'on s'éloigne grandement de nos conditions nominales et donc on va pouvoir définir finalement où travailler. Typiquement ici, ça semble plus intéressant de réduire notre domaine en limitant le temps d'incubation 1 minimal pour éviter justement ceci. Donc ici, on pourrait se dire finalement on va essayer de couper pour ne jamais dépasser par exemple 1% sur chacun des graphiques, mais ici l'approche doit être un peu plus itérative, c'est-à-dire pour rappel, ce résultat, on l'a obtenu en laissant tous nos paramètres variés.
Si par contre on sélectionne un paramètre et que l'on considère que l'on va le contrôler de manière plus fine, en fait finalement notre taux d'effort global va évoluer puisque finalement notre paramètre va être mieux contrôlé. Et donc on va rentrer une autre information dans notre réflexion, c'est la facilité de contrôle, c'est-à-dire un temps d'incubation en minutes, c'est compliqué finalement d'être précis. Par contre, un temps d'incubation en heures, c'est plus facile de se mettre une contrainte dessus, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances finalement de sortir du domaine visé. Et donc, c'est exactement ce qui a été fait, c'est-à-dire, par exemple, ce temps d'incubation 1 était le premier paramètre sur lequel un effort a été fait en termes de contrôle. En fonction des résultats obtenus, il a été décidé de réduire aussi le temps d'incubation 3, par contre de ne pas toucher au temps d'incubation 2, qui était déjà finalement relativement strict, entre 25 et 35 minutes. Plus strict que cela, ça aurait été compliqué. Et donc c'est le résultat que vous avez ici, c'est-à-dire finalement notre contrôle est strictement le même que celui prévu initialement pour la concentration en cellules et pour notre temps d'incubation 2. Par contre, on a restreint notre domaine de variation sur les deux autres paramètres et ça nous donne cette distribution de résultats qui ne génère plus que 0,5% de résultats en dehors de nos plus ou moins 10% de départ. Donc, voici pour la partie statistique de cette présentation. Donc, en résumé, ce que l'on a vu donc aujourd'hui, la robustesse, c'est répondre à la question quel est l'impact de nos paramètres opératoires. Nous avons vu une présentation dans le cadre d'une méthode analytique, mais vous l'avez bien compris, cela s'applique à absolument tout type de méthode, procédé. À partir du moment où l'on a des entrées contrôlées, des sorties mesurées avec une volonté de contrôle de la sortie, la robustesse et le type d'analyse présenté s'appliquent. Ensuite, l'étude expérimentale. Donc, on a vu finalement une sélection de paramètres par analyse de risque, puis ensuite, création d'un plan d'expérience, expérimentation. L'approche plan d'expérience, Design of Experiments en anglais, c'est une approche plus structurée pour définir quelle expérience faire. Ça optimise le rapport ratio effort-bénéfice, c'est-à-dire finalement, c'est le meilleur sous-ensemble d'expérience que l'on peut faire. Et donc, c'est toujours intéressant d'un point de vue privé, on va dire, c'est-à-dire d'un point de vue rentabilité dans une industrie. Le résultat idéal de ce type de plan d'expérience, c'est l'absence d'impact. On ne veut pas que ça bouge. Et donc, pas d'impact statistique, pas d'impact pratique. C'est-à-dire, finalement, on peut avoir des effets significatifs, mais négligeables. C'est ce que j'appellerais un impact statistique, mais une absence d'impact pratique. Si malheureusement, on a des variations, c'est-à-dire, finalement, notre robustesse n'est pas démontrée et on a des effets, dans ce cas, on a besoin des stats. Là, je pense que la conclusion est certaine, mais par contre, c'est pas forcément simple de conclure, a fortiori si vous avez des interactions. Mais même sans interaction, les effets se cumulent et donc c'est compliqué de conclure dans un domaine expérimental quel serait le sous-domaine robuste. Et donc, l'avantage des simulations de Monte-Carlo telles que présentées aujourd'hui, c'est que l'on va pouvoir mettre en œuvre une démarche élégante pour se poser la question, dans le futur, à quoi ressemblera notre contrôle de notre méthode, de notre procédé, et ça va nous donner une information qui est, est-ce que l'on sera robuste ou non avec cette stratégie de contrôle? Pour ne rien vous cacher, ce qui est quand même très pratique, c'est qu'on a des logiciels qui nous aident à le faire, et donc tout ce que je vous ai présenté ici a été supporté par un statisticien, mais a été entièrement géré par les scientifiques. L'inconvénient, ou les inconvénients en l'occurrence, il faut un modèle statistique prédictif. Et donc là, on revient aussi au plan d'expérience, c'est-à-dire si on est trop agressif sur nos conditions expérimentales, on risque de devoir refaire des expériences pour le compléter. Et bien évidemment, on est sur quelque chose qui est plus complexe qu'une simple analyse graphique, par exemple, ou une analyse statistique très traditionnelle. Ça nécessite finalement de rentrer un peu plus loin dans les statistiques en fonction du contexte. Si l'on est vraiment sur de la R&D, comme la majorité d'entre vous, je pense qu'il vaut mieux bien faire les choses telles que présentées, même si c'est un peu plus complexe. Par contre, si on est sur des sujets vraiment sensibles, on va dire, et qui doivent être documentés, sur lesquels on a nécessité finalement de présenter la totalité de notre méthode d'analyse des futurs résultats, ça peut devenir plus compliqué puisque l'on est sur quelque chose qui n'est pas encore standard et donc qui n'est pas forcément connu de tous. Et donc un relecteur peut être surpris par la démarche. Et donc avec ceci, je vais m'arrêter là et laisser la main à Florence et je vous remercie pour votre attention. Je te remercie beaucoup, Vivien, pour ce rappel des notions de plan d'expérience que tu as pu faire et puis l'application sur ton plan factoriel que tu as complété avec une augmentation de plan et puis aussi la simulation qui t'a permis d'avoir un processus robuste. Derrière, le but, c'est de minimiser le taux de rejet, le taux de défaut, et du coup, ça ouvre indirectement vers le QBD. Alors, le QBD, c'est le Quality by Design, qui est non pas la recherche d'un optimum, mais d'un range de variations possibles qui n'altère pas la capacité à répondre au spec.
On a parlé de certains plans d'expérience, d'autres approches auraient pu utiliser en fonction du concept, du contexte, pardon. On pourrait parler par exemple de plans de criblage définitif, on pourrait parler de plans de mélange quand on est dans des formulations, on pourrait aussi parler dans les cas des réponses fonctionnelles. Voilà, en fonction des problématiques, différents plans d'expérience peuvent être mis en œuvre. Derrière, le but, c'est vraiment de pouvoir accélérer votre R&D, avoir des résultats qui sont plus fiables et de pouvoir transférer vos processus en industrialisation le plus rapidement possible. Alors, on a parlé plusieurs fois de Jump pendant la présentation de Vivien, pendant la mienne, mais qu'est-ce que Jump au final? Alors, je vais juste venir un petit peu vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Jump et comment Jump peut vous aider. Jump, c'est un environnement exploratoire qui va permettre en fait d'aller explorer la donnée et de comprendre les relations que vous pouvez avoir entre vos variables. Tout d'abord, la conception de plan d'expérience qui est très simple. Alors, par exemple, si on considère un design expérimental assez simple où on a 3 facteurs qui sont identifiés ici avec une taille d'orifice, un niveau de revêtement et puis un montant d'un composant qui est carbopole. Et puis, on veut voir la dissolution de ce comprimé à 2 heures, 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. On va tout simplement créer un plan. Alors, plusieurs plans peuvent s'offrir à nous. L'approche qui me semble la plus simple, c'est tout simplement le plan optimal qui me permet d'injecter le maximum d'informations que je connais. Mais en fonction du cas de figure, comme vous pouvez voir, on pourrait utiliser d'autres plans d'expérience. Dans ce plan d'expérience, on va donc lui injecter différentes informations, donc en particulier, quelles sont les réponses et puis quelles sont les limites que je supporte pour ces réponses. Donc, au bout de 10 heures, je voudrais qu'il soit dissous, de 2 heures, pardon, je voudrais qu'il soit dissous entre 10 et 20%, et ce jusqu'à 24 heures, entre 85 et 100%. Donc, on va tout simplement aller intégrer ces réponses ici dans nos objectifs. Et puis, on a aussi donc nos 3 facteurs que l'on a pu considérer, donc les tailles d'orifice, qui ont donc une variation possible de plage entre 0,016 et 0,02, un niveau de surfaçage entre 1 et 2, et puis un montant de carbopole entre 100 et 200. Et donc, de la même manière, on va pouvoir intégrer ces informations-là. Et ensuite, en fonction du plan d'expérience, en fonction du besoin, on peut éventuellement avoir des contraintes parce qu'on peut avoir des endroits du domaine qui ne sont pas exploitables. On peut aussi avoir un modèle plus ou moins fin et puis construire tout simplement la matrice qui va être associée à ce que je peux demander. Derrière, en fait, on va avoir une table de données qui va être générée par Jump automatiquement avec ces différentes combinaisons de facteurs que l'on peut regarder graphiquement très facilement. On peut voir en effet que ces facteurs dans l'espace sont disposés de manière assez régulière. On retrouve une sorte de matrice de l'espace où en fait à chaque fois les facteurs vont bouger entre eux. Et puis on peut vite remarquer que si je prends par exemple le niveau de la taille d'orifice, on peut voir ici qu'on touche les différents cas de surfaçage et de montant de carbopole. Et puis derrière, on a des mesures qui ont été prélevées à 2 heures, à 6 heures, à 12 heures, etc. Et donc, derrière ceci, on va pouvoir regarder un petit peu les relations. Alors, on pourrait regarder de manière assez simple en se disant, je voudrais juste regarder très graphiquement, en regardant, je voudrais regarder ma dissolution à 2 heures en fonction, par exemple, de mon montant de carbopole. Donc, on voit ici qu'on voit qu'on a quelque chose qui a l'air de baisser un petit peu en fonction du temps, mais on peut, du montant, mais on pourrait aussi regarder ceci en fonction de la taille d'orifice. Et là, on voit quelque chose un peu particulier apparaître, qui est tout simplement le fait qu'on peut avoir des interactions, donc des choses assez compliquées que finalement l'approche à un facteur à la fois ne permet pas forcément de voir. Et pour aller plus loin sur cette compréhension de relations et d'interactions que l'on peut avoir, que l'on voit, dû au fait qu'il y ait des croisements qui apparaissent, on peut aller tout simplement exécuter notre modèle et retrouver les outils que Vivien vous a très bien présentés, avec ici les différentes réponses à 2 heures, à 6 heures, à 12 heures, à 18 heures, à 24 heures. Et puis, on peut voir l'impact de nos facteurs en fonction de chacune de ces réponses. On voit des impacts très forts sur les 2 heures sur les 2 premières variables qui sont donc les tailles d'orifice et le niveau de surfaçage. On voit ici qu'on a un terme quadratique assez fort. Et puis, on voit que cette variable ici, de montant de carbopole, a un impact décroissant pour tout le monde et de plus en plus fort en fonction du temps de dissolution.
Et donc, on va pouvoir aller regarder, extrapoler les valeurs que l'on peut avoir, que l'on pourrait avoir non définies en fait au niveau du plan d'expérience, aller trouver nos valeurs optimales et puis aller trouver justement cette fameuse zone dont parle Vivien, qui est la zone sur laquelle mes variables peuvent bouger sans altérer ma capacité à répondre à mes specs. Donc la zone blanche, c'est la zone qui est dans les specs pour tout le monde, qui est très satisfaisante. Et évidemment que je souhaite être sur une partie plutôt centrale ici que sur une partie ici où on voit qu'à le moins petit changement, on va vite être hors spec pour revenir un petit peu sur le propos de tout à l'heure de Vivien sur le choix des variables et lesquelles on va pouvoir peut-être se permettre d'ajuster ou pas. Donc voilà en quelques mots comment on va définir des plans d'expérience et quels sont les outils pour vous aider à dépouiller les plans d'expérience. Mais si on revient sur l'introduction de Jump que j'ai pu vous faire, Jump ce n'est pas que ça, on aurait pu aussi imaginer avoir le traitement qu'a pu faire Vivien sur des données historiques. Alors évidemment, elles ne sont pas toujours de bonne qualité. À ce moment-là, on pourrait imaginer la même approche que Vivien qui est de dire je vais augmenter mes données historiques avec des points peut-être manquants. Mais en tout cas, à partir de données historique complété ou non, on va pouvoir aller regarder qu'est-ce qui se passe, peut-être détecter une erreur, par exemple avec un suivi, donc une carte de contrôle par exemple, et puis quand on voit qu'on a des éléments hors spec, essayer de comprendre ces relations. Alors, on peut les comprendre de manière graphique, interactive, peut-être plus statistique, avec des outils plus ou moins poussés en statistique, et puis aller jusqu'à aller trouver cette optimale que l'on recherche. Alors, du coup, juste pour conclure sur l'environnement Jump, vous voyez, c'est un environnement qui est très reconnu pour les plans d'expérience, mais pas que, dû à l'interactivité que l'on a dans les données. On va pouvoir le mettre dans les mains d'un non-statisticien. C'est vraiment la gage de Jump, de dire que Jump est un outil statistique pour non-statisticiens, mais ça peut être aussi pour les statisticiens, parce qu'on a des outils de data mining qui peuvent être assez poussés. On peut parler de réseau de neurones ou autre. Et puis, on a des outils plus métiers, comme la qualité, tout le suivi SPC. Je vous ai montré une carte de contrôle à l'instant, ou alors de la fiabilité ou autre. De manière générale, cela va permettre en fait d'éviter la multiplication de logiciels et être un outil de communication aisé entre les équipes. Je vais conclure là-dessus, juste en disant que Jump est donc un outil complet et unique en son genre, qui va permettre donc d'allier la statistique et la visualisation, et donc on le dit comme logiciel de statistique pour non-statisticiens. Pour vous aider, vous avez une communauté qui l'accompagne pour l'utilisation. Vous pouvez voir aussi les témoignages des clients et puis vous pouvez aussi le tester si vous le souhaitez.